Ce soir, 20h20 à la causerie. Oh bah dis donc, ça se voit qu'il est parti en vacances le gars, une soirée il est pas là et puis boum, tout s'est décalé, la caméra, tout ça. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la causerie. Ce soir c'était mieux avant, ou je sais pas, peut-être que c'est mieux maintenant, je sais pas. En tout cas, on va dire comme à l'accoutumée le mercredi, j'ai le plaisir et l'avantage d'accueillir Catherine Macaire, psychothérapeute. Salut Catherine. Oui, salut Bernie. Alors, dur sujet que ce soir quand même. Très dur sujet que ce soir. Un sujet qui crée des tensions, qui est toujours un gros débat. Qui est toujours, ouais, exactement, qui est toujours un gros débat. D'ailleurs, je vais lire si j'arrive à retrouver la personne. Voilà, c'est ça d'avoir un WhatsApp avec 50 personnes qui... Voilà, on va parler de peut-être aussi de conflits. Il faut savoir que dans un conflit, il y a toujours un gagnant et un perdant. Alors, message WhatsApp qui nous dit une alternative entre autoritaire et permissive, eh bien, il ne faut pas tout interdire à un enfant, sinon il risque de dériver. C'est un petit message, Catherine, c'était pas un gros message. Hein. Non, c'est un tout petit message. Bon, alors, déjà, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'autorité et surtout qu'est-ce que c'est l'éducation d'un enfant. Ouais. L'éducation d'un enfant, c'est en fait l'aider à se développer, à trouver sa propre voie et à développer en fait ses capacités naturelles, intellectuelles, artistiques, physiques, le potentiel qu'un enfant a et que le parent va aider à développer. Donc l'éducation, bon, pour moi, pour mon métier, mais pour moi en particulier, souvent je cite à mes patients quand ils m'amènent des enfants, Khalil Gibran qui explique que les enfants en fait ce sont des êtres à part entière qui ne sont pas une prolongation de nous-mêmes et les parents ce sont des gens qui sont un arc et qui tendent l'arc et qui lancent une flèche et la flèche c'est l'enfant et cet enfant après a son devenir. Le parent a le devoir d'emmener un enfant le plus loin possible, mais l'enfant lui il est un être indépendant, complètement indépendant et le parent en fait souvent pense qu'il a des réponses déjà toutes faites pour son enfant. Alors l'éducation c'est apprendre les règles de la vie en société, de la vie familiale, mais ça n'est pas quelque chose qui doit être fait dans une rigidité extrême, c'est-à-dire tout interdire, ou au contraire, tout laisser. C'est intéressant ce que tu dis, Catherine, je te coupe un peu. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que ce n'est pas une continuité de nous-mêmes. Mais souvent, en tant que parents, c'est ce qu'on pense. On dit souvent, allez, c'est mon mini-moi, c'est mon bébé, voilà, on parle de continuité dans la famille. C'est pas, un enfant, c'est un être complètement indépendant de nous. C'est-à-dire, il est le fruit de deux personnes et c'est un être qui va développer ses propres capacités. Bien entendu, le contexte familial va faire qu'il va intégrer des codes familiaux qui sont culturels, éducationnels et traditionnels, il n'y a aucun problème, mais il faut laisser l'enfant en fait devenir. Cet après-midi encore, j'avais une maman qui me disait que c'est une jeune maman qui a un petit garçon de 2 ans et elle me disait que voilà, le petit garçon déjà il commence à vouloir choisir quand elle va chercher une paire de chaussures, il dit ce qu'il aime. Et donc elle me pose la question, est-ce qu'il faut laisser faire ou pas, parce que donc la grand-mère, donc sa maman, lui disait que non, et il faut pas que l'enfant à 2 ans, il peut pas choisir, que c'est la maman qui doit choisir. Alors moi j'ai répondu que je ne vois pas en quoi le parent il sait mieux pour l'enfant qu'est-ce qui lui plaît comme chaussure. C'est-à-dire qu'on propose des chaussures bien entendu adaptées à l'enfant. J'ai pas parlé qu'il va choisir n'importe quoi, des chaussures qui sont adultes, mais que l'enfant peut choisir la couleur ou la forme de ses chaussures. C'est pas un problème. C'est vrai, quand on est gamin, on essaie toujours de mettre les pieds dans les chaussures à papa ou à maman. Oui, voilà, c'est ça. Mais un enfant, par exemple, il y a des mamans qui veulent habiller leur petite fille,
parce qu'elles aiment les petites filles avec des robes, ou au contraire, elles préfèrent qu'elles soient décontractées. Donc on va orienter l'enfant. Mais rarement, un peu plus maintenant, on va poser la question à l'enfant, mais toi tu aimes quoi? Et en fait, poser cette question, pour beaucoup de parents, ça veut dire laisser la porte ouverte à toutes sortes de choses et qu'il faut cadrer un enfant. Ouais. Le cadrage d'un enfant, c'est le cadrage du contexte familial, c'est-à-dire les règles de vie qui sont instaurées dans la maison. Par exemple, on va manger à certaines heures, on va faire dormir à certaines heures, on va faire des petits rituels qui vont rythmer la vie de l'enfant et sa progression au fil du temps, et ça va bouger en fonction de son âge. Ça veut dire que c'est une forme de formatage, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on va, pour vivre en société, on est obligé de respecter certaines règles. Donc dans une famille, il se peut que dans une famille, on va plutôt dîner à 19h, d'autres à 20h, mais enfin, il y a un cadrage qui est fait par rapport, en fait, au contexte familial, et qu'il faut qu'il soit cohérent. Ouais. Le problème, c'est que souvent, les parents font comme s'il y avait deux éducations, c'est-à-dire l'éducation des parents et l'éducation d'un enfant, comme si un enfant n'est pas en capacité d'intégrer des règles, et donc va imposer à l'enfant une forme de rigidité, comme souvent j'entends, il faut qu'il mange. D'accord, il faut qu'il mange, mais bon, un enfant se laisse pas mourir de faim. Donc on oblige les enfants à manger, parce que il y a là derrière, il y a toute la notion qu'on va lui inculquer, c'est-à-dire le gâchis, le respect de la nourriture, enfin tout un tas de choses qui vont faire que l'enfant n'aura plus cette notion, par exemple, de quand est-ce que j'ai faim ou pas, puisqu'on me demande de manger. On me demande pas mon avis, on me demande pas si j'ai faim ou pas, on me dit il faut manger parce que là il faut manger. Alors que l'enfant, peut-être qu'il a envie juste de manger un tout petit peu, ou pas forcément maintenant, mais le parent, en fait, souvent, les parents oublient que nous sommes des êtres qui ressentons les choses. C'est-à-dire, on ne peut pas dire à un enfant, maintenant tu peux boire, parce que la sensation de soif, on l'a ou on l'a pas. Ouais. Donc on va imposer souvent, même très tard, parce que moi je reçois des adolescents qui me disent, voilà, mon parent ne veut pas que je bois n'importe comment, je dois me demander une autorisation. Ce qui paraît pour moi complètement aberrant, on ne peut pas demander autorisation de boire. Surtout qu'au niveau biologique, Catherine, ça veut dire que quand on a soif, c'est déjà trop tard, on est déjà déshydraté. Oui. Pas déjà déshydraté, mais un enfant qui dit j'ai soif, il faut lui donner à boire. Ouais. C'est pas le parent qui va décider quand est-ce que tu peux boire ou quand est-ce que tu ne peux pas boire. C'est, enfin, à moins que bien entendu c'est un excès, l'enfant veut du coca toute la journée. Oui, là, on n'est pas d'accord. Mais un enfant qui réclame à boire, on ne peut pas lui interdire de boire. Après, il y a beaucoup de choses qui sont culturelles en fonction. Parfois des cultures, on impose, on pense que boire avant de manger c'est pas bon, enfin il y a plein de choses. Il faut essayer de comprendre qu'un enfant, ça n'est pas un mini-adulte, c'est un enfant, c'est-à-dire son cerveau n'est pas terminé jusqu'à l'âge à peu près d'une dizaine d'années. Donc il ne comprend pas les mêmes choses qu'un adulte. Des fois on explique, on ne comprend pas. Et le parent s'énerve. Tiens, j'ai un Christelle sur Facebook qui nous dit bonsoir, moi mon fils choisit ses vêtements tout seul. C'est bien. Ça montre qu'il a ses goûts, comment il va évoluer. Après, on peut aiguiller, c'est-à-dire on peut conseiller, mais l'enfant, il est tout à fait en droit. Ce n'est pas un défi d'autorité que l'enfant puisse choisir ses vêtements. C'est pas un problème. J'ai une phrase pour toi, Catherine. C'est l'excès qui nuit dans tout. C'est-à-dire l'excès de tu fais tout ce que tu veux, ou au contraire, tu fais tout ce que je te dis. Là, c'est arriver à trouver un juste milieu dans l'éducation des enfants. Ça fait pas très longtemps, en fait, qu'on considère les enfants comme des êtres humains à part entière. Très longtemps, en psychologie, on avait l'impression qu'un enfant, ça servait qu'à obéir à ce que le parent pouvait éventuellement dire. Enfin, une autorité, en fait, supérieure. On voyait bien qu'à l'école, par exemple, le maître d'école avait tout pouvoir sur un enfant, et le parent, en fait, ne contestait même pas, il acquiesçait parce que c'était un adulte et que l'enfant devait du respect forcément à l'adulte. Françoise Dolto a bien œuvré pour ça, hein? Pardon? Je dis Françoise Dolto a bien œuvré pour ça. Oui, Françoise Dolto, Binet, Devé, Vallon sont des précurseurs en fait qui ont commencé à réfléchir que l'enfant était une personne à part entière et qu'il avait les mêmes droits. Les droits de l'enfant, maintenant, ça existe. Comme les droits de l'homme, il y a les droits de l'enfant, il y a une charte qui existe. Et souvent, les parents, en fait, pensent que leur expérience
va servir à leur enfant. Alors oui et non, parce que l'enfant n'a pas la même vie. C'est-à-dire mon enfant, moi j'ai des parents, j'ai une certaine éducation, mon enfant a d'autres parents qui ne sont pas les miens. Donc mon expérience n'est pas forcément valable pour mon enfant qui a un autre père et une autre mère que moi-même. Et donc on ne peut pas considérer que c'est une forme d'héritage que de transmettre son expérience de vie à son enfant en disant non mon fils ou non ma fille ne fait pas ça parce que moi je l'ai vécu, c'est pas bon pour toi. Alors qu'il me semble bien qu'il faut, il faut donner la chance à l'enfant de découvrir par lui-même. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut expliquer son expérience de vie. On peut expliquer, voilà, moi je suis passé par tel chemin, j'ai expérimenté ça, etc. Mais ne pas poser un interdit ou au contraire pousser. Moi je vois, je suivais quelqu'un qui était un sportif de haut niveau. Et il arrêtait pas de se faire des blessures, etc. Et en fait, en parlant avec lui, il m'a dit que lui, en fait, ça l'intéresse pas plus que ça, mais comme il était performant, il continuait. Je lui ai posé la question pourquoi. Il m'a dit, mais parce que mon père voulait être un champion, il n'avait pas réussi. Il avait projeté sur son fils. Mais à aucun moment, il n'a posé la question à son fils, est-ce que toi, tu aimes ce sport-là? L'enfant, il a voulu faire plaisir aux parents, et donc, comme il a commencé à exceller dedans, il a continué. Arrivé à 22-23 ans, il s'est rendu compte que c'est peut-être pas ça qu'il voulait faire. Même s'il était bon dedans, il n'était pas heureux en fait. Donc on ne peut pas se projeter par rapport à son expérience et faire en sorte que son enfant réalise ce qu'on n'a pas réussi ou qu'on projette, on se dit ah bah oui ça moi je n'ai pas essayé ça, ben, mon enfant va l'essayer. On ne peut pas faire ça parce que c'est une personne à part entière et on doit juste l'aider à révéler les choses qui sont en lui, mais on ne peut pas projeter sa propre vie sur son enfant. C'est pas possible. Alors, j'ai une question qui me brûle les lèvres, du moins une phrase qui me brûle les lèvres. Oui. Une relation saine, propice à l'épanouissement de chacun est conflictueuse. Est-ce que tu peux dans le dialogue et le dialogue peut parfois ne pas être toujours dans le même sens, c'est-à-dire que comme n'importe qui, lorsqu'on a un enfant, on va dialoguer avec cet enfant et parfois ça va nous heurter parce que l'enfant va aussi nous mettre face à des réalités. Être parent, ça ne s'apprend pas, ça se découvre au fur et à mesure que l'enfant grandit. Donc à chaque fois dans le conflit, il y a forcément un gagnant et un perdant. Il n'y a pas de gagnant et de perdant, il y a des gens qui se posent des questions et qui avancent, qui se rendent compte de certaines choses. Il y a certains parents, heureusement, qui se remettent en question et qui sont interpellés par leur enfant par rapport à des situations, et des parents qui sont, je dirais, assez intelligents, qui me disent, bon ben voilà, mon enfant m'a posé un problème, mais je me suis remis en question parce que peut-être que je n'ai pas tenu compte de certains éléments que l'enfant me renvoyait. Et ces parents qui se posent, entre guillemets, des questions, peuvent après dialoguer avec leur enfant, leur dire à leur enfant, mais écoute là, je me suis peut-être trompé, et peut-être qu'on peut ensemble trouver des solutions quand il y a des problématiques familiales qui font que l'enfant se trouve en difficulté. Un enfant violent, par exemple. Oui. Souvent, on m'amène des enfants, on me dit l'enfant est violent. D'accord, l'enfant est violent. Il est né violent? Non, il n'est pas né violent. Il est né dans un contexte qui va favoriser en fait son attitude, et c'est pas la société ou la vie, on dit c'est la vie, mais la vie c'est nous qui créons notre propre vie. C'est pas la vie, c'est pas un truc extérieur à nous. Mais c'est vrai qu'on accuse souvent la société de formater nos enfants d'une certaine manière, que c'est pas notre faute, que si, que là. Non, si chacun prenait ses responsabilités, ce serait beaucoup plus simple. Je parle de personnes qui sont normales, qui n'ont pas de pathologie. Hein. Je parle de personnes lambda. Un enfant... Oh, attention, parce que chez moi, le terme normal n'existe pas. La normalité n'existe pas. La norme, c'est une norme française qui est avec une certaine façon de faire. Mais pour moi, la normalité, en ce cas-là... Moi, j'estime qu'on est tous... Je te parle de qu'il n'y ait pas de pathologie médicale, voilà. Tu vois. Oui, parce qu'on est tous pas normal. Et c'est ce qui est justement qui est formidable. Non, mais je parle d'une pathologie qui va faire que voilà, il va y avoir une maladie qui va faire que le comportement est différent. Dans la normalité, c'est-à-dire s'il n'y a pas de maladie, il y a plein de gens différents, plein d'éducations différentes. Il faut se respecter les uns les autres. Un enfant, souvent on me l'amène et qui est violent, par exemple à l'école, c'est parce que souvent l'enfant a vu de la violence chez lui. Intrafamilial, il l'a pas vu à l'extérieur, il l'a vu chez lui. Même si parfois des parents me disent oui, mais il passe plus de temps à l'école qu'avec nous.
Non, c'est faux. Il dort à la maison, il vit le soir à la maison, il passe les week-ends à la maison. Et ce qu'il voit, en fait, c'est ce qui est important pour un enfant, c'est la relation affective. Et son parent, ses deux parents, ou un seul parent, les parents qui sont avec lui, il regarde, il observe et il mime les situations. S'il voit de la violence verbale ou physique, il va l'intégrer comme quelque chose de normal pour lui. Quelqu'un qui se prend des claques, arrivé à 20 ans, il se prend un coup de poing et il trouve que c'est pas normal le coup de poing. Mais la claque, oui, il dit oui, bon, c'est rien une claque, madame. Combien de fois je l'entends? Oui, mais je suis pas mort, j'ai pris des claques. Pour ceux qui l'ont pas vu, rendez-vous sur la vidéo, on parle de violence conjugale et de violence domestique. Voilà. Christelle nous dit, heureusement qu'on dialogue ensemble, elle parle de son fils, j'écoute son ressenti et j'essaye de mieux le conseiller. Oui. Alors, je sais pas, tu as quelque chose à dire par rapport à ça, Catherine? Non, c'est bien. Bon, c'est bien. Très bien. Dimitri, l'ami Dimitri nous dit, les filles et les garçons s'éduquent pas de la même façon. Que dire des parents qui donnent un modèle trop indécent à l'enfant? Les questions de Dimitri, sans lui, la causerie n'existerait pas. Et Catherine, je laisse répondre. C'est quoi des indécents? C'est quoi? Ça veut dire quoi pour lui? Bah alors apparemment ce serait un modèle trop indécent, c'est-à-dire que c'est c'est indécent. Alors il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles dans l'éducation. Ça c'est l'inconscient collectif ou c'est la société qui nous dit qu'un garçon il y a moins de danger. Combien de fois j'entends oui un garçon il peut sortir tout seul à 16 ou 17 ans le soir, mais une fille il faut qu'elle soit accompagnée, etc. Parce que c'est plus dangereux. Non, c'est pas vrai. Ça c'est parce que justement je fais un point d'honneur quand j'étais patiente à leur dire attention, c'est vous qui éduquez vos fils. Donc quand vous critiquez des garçons que votre fille ramène, c'est parce que peut-être leur maman les a éduqués d'une certaine manière ou leurs parents. Ça veut dire qu'on permet des choses aux garçons qu'on ne permet pas aux filles. Et encore aujourd'hui, c'est encore d'actualité en 2018, ce qui est quand même incroyable. On fait des différences. J'entends des choses, des inepties. On me dit oui, mais une femme ne peut pas être dehors jusqu'à 23 heures toute seule. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est une femme, d'accord. Et c'est dangereux? Oui, c'est dangereux, d'accord. C'est dangereux parce qu'il y a des hommes, d'accord. Donc ça veut dire que les hommes sont des dangers potentiels. Faut arrêter de dire un peu aussi n'importe quoi. C'est aujourd'hui la société, je trouve, se rigidifie encore plus qu'il y a 20 ou 30 ans. Et on revient à plus de morale dans le sens négatif. C'est-à-dire on revient à des valeurs de restriction, on critique tout, on dit oui, ça a mal évolué. Non, ça n'a pas mal évolué, c'est pas la société, c'est les parents qui... C'est les réseaux sociaux, Catherine, je te répondrai. Les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien. Peut-être. Non, oui, mais sur les réseaux sociaux, il y a qui? Il y a forcément des adultes. Il y a forcément des adultes. Pas que des jeunes de 15 ans. Il y a aussi, toute une population qui véhicule plein de choses. C'est un outil à la fois extraordinaire et à la fois qu'il faut surveiller. Sauf que la différence, c'est que aujourd'hui, les parents et les enfants sont sur les mêmes réseaux. Lorsque peut-être ça n'existait pas, il y avait les enfants qui... la pornographie, ça a toujours existé, hein, sauf que c'était géré différemment. Les parents n'étaient pas forcément au courant. Des générations qui ont 50 ans aujourd'hui, ou 60 ans, ou 40 ans, n'avaient pas Internet à l'époque. Évidemment. Pourtant, ils avaient accès à des sites pornographiques, il y avait des cinémas X, etc. Ça a toujours existé. Sauf que c'était... Les parents, en fait, n'avaient pas accès à cette partie privée. Aujourd'hui, les parents, ils ont accès à tout le privé, toute l'intimité de leur propre enfant. Ça s'appelait à l'époque, ça s'appelle encore le jardin secret, mais après peut-être que si les ados ils écrivent tout et n'importe quoi sur leur mur, ou que ça soit sur n'importe quel réseau social, faut pas après s'étonner. J'ai un peu de retard, donc on était par rapport aux choses indécentes. Ce que disait Dimitri, par rapport à un modèle indécent, c'est-à-dire que entouré de trop d'adultes qui sont peut-être éventuellement des mauvais exemples. Peut-être que l'éducation de ces adultes en amont a été une problématique, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu beaucoup trop, à mon sens, d'interdits qui ont provoqué en fait l'envie de voir autre chose et d'être
dans des situations excessives, mais on peut pas dire que c'est la majorité des gens. C'est pas une majorité de personnes. C'est qu'aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux, la télévision, met en exergue, c'est comme un prisme, c'est-à-dire c'est une loupe, mais c'est pas la réalité. C'est un amplificateur. C'est que la majorité des gens sont des gens lambda qui ont une vie voilà tout à fait régulière, qui n'est pas décadente. Mais par contre, on a tendance à croire que ça s'accentue. Non, ce qui s'accentue, c'est le fait que c'est révélé. Mais ça n'est pas pire qu'avant. Non, c'est pas le problème n'est pas là. Ça a toujours existé. Donc c'était pas, on peut pas dire non plus c'était mieux avant. Enfin, c'est ce qui s'appelle l'évolution de la société. Sincèrement, c'est mieux aujourd'hui. C'est toujours mieux demain que hier, parce que on évolue et on réfléchit sur les problématiques. Moi, je ne suis pas pour être passéiste et dire oui, c'était mieux il y a je sais pas combien d'années. Ouais. Non, c'est de dire les choses évoluent. Il y a aujourd'hui des restrictions. Il faut lutter pour éviter de perdre des droits, mais il y a une évolution, il y a quand même une évolution qui est intéressante. Il y a une accessibilité au plus grand nombre à l'éducation quand même, qu'auparavant, même si on peut critiquer certaines orientations, il y a quand même beaucoup plus d'ouverture. Le travail qui est fait pour que beaucoup d'enfants accèdent aux crèches, par exemple, il y a quand même eu des plans qui sont faits pour que le plus grand nombre, les enfants dans des milieux défavorisés, accèdent plus facilement en fait à la société et à tout le panel qui est proposé pour le développement de l'enfant. Mais dans ces cas-là, faut pas faire d'enfants, monsieur, dame. Non, je déconne. Alors, rapidement, parce que je suis hyper à la bourre au niveau des messages du Facebook Live. Christelle nous dit, au sein de l'école, il frappait ses camarades, c'est pas pour autant que je l'ai frappé. Alors, quand elle parle de son fils a été diagnostiqué Asperger, c'est ça? Ou Asperger? Asperger, oui, voilà. Asperger. Voilà, donc voilà, voilà. Ça c'est fait. Alors, par exemple, les enfants apprennent à se comporter avec nos mauvais comportements, nous dit Dimitri. Il mime, hein, si vous n'êtes pas respectueux et que vous râlez tout le temps, ben, l'enfant il va faire pareil que vous, c'est normal. On peut pas, un parent qui dit à son enfant ne fais pas ça, mais que lui le fait, ben, l'enfant forcément va finir par le reproduire. Dimitri nous dit toujours, le fils ne reçoit pas les mêmes injonctions sur un même plan que la fille. Non, point d'interrogation. Bien sûr, ne reçoit pas les mêmes injonctions, puisque les parents... ça veut dire qu'on traite différemment une fille qu'un garçon. Veulent qu'un enfant, un garçon, corresponde à un certain modèle social et une fille aussi. Donc, on envoie sur la fille certaines injonctions et sur le garçon, ça se fait de manière complètement inconsciente. On a identifié depuis très longtemps dans l'inconscient collectif, en fait, qu'est-ce que c'est être un garçon et qu'est-ce que c'est une fille. Et pour ça, c'est donc pratiquement tous les pays, c'est normé, c'est-à-dire il y a des normes en fonction de la culture. Fille, ça doit correspondre à ça, un garçon, ça doit correspondre à ça. Aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que non, et on laisse l'enfant se développer et il ne faut pas s'inquiéter, un enfant va devenir ce qu'il a envie de devenir. Alors, Nicolas nous dit, je suis pas d'accord, une fille de 17 ans, elle sort pas seule en Guadeloupe, en soirée ou en boîte ou bar. Ah bon? Bah écoute, c'est ce que nous dit Nicolas, moi je pense que non. Mais après, les filles de 17 ans, moi je ne les côtoie pas. Ah bah, moi j'ai 4 enfants, j'ai 3 filles. Bon. D'accord, j'ai 3 filles, j'ai 2 filles de 27 ans, une fille de 18 ans. Mes filles sont toujours sorties, elles sont nées en Guadeloupe ou en Martinique sans aucun problème. Il n'y a jamais eu de problématiques par rapport aux sorties. Après, ça dépend aussi où on sort, hein, bien sûr, mais non. Et j'ai un fils et mon fils. J'ai pas fait différence entre mes filles et mon fils pour sortir. C'est les peurs que nous projetons nous. Et je pense que c'est nous qui projetons des peurs en fonction de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on a entendu. Et il faut faire très attention de ne pas projeter ces peurs. Lorsque j'accompagnais mes enfants qui n'avaient pas encore le permis de conduire pour sortir, en boîte de nuit ou chez des amis, j'entendais toujours les parents qui disaient en sortant de la voiture, alors fais attention, hein. Et moi je disais, amuse-toi bien. Parce que déjà, pourquoi fais attention? Tu vas en boîte de nuit pour aller danser et tu dis fais attention. Non, profite de ta soirée.
Pourquoi fais attention? Ça veut dire que je te laisse ma fille dans un endroit dangereux? Il y a un petit souci. Alors je l'emmène pas. Si je dis ça, je ne l'emmène pas. Si je dis à mon enfant fais attention, non. Je sais que ce sont des écarts de langage, mais il faut faire très attention justement à ce qu'on dit. C'est très important. Au lieu de dire profite bien de ta soirée, amuse-toi bien, pourquoi induire de la peur à quelqu'un? Tu vois, c'est moi. Enfin, je suis né en 71. D'accord, j'ai 47 ans. C'est évident que si mes parents m'avaient emmené en discothèque en disant amuse-toi ou même fais attention, déjà ils m'auraient ramené discothèque, les enfants. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est un truc de malade. Bon allez, message de Dimitri, c'est parti. Alors il est en 2 parties. Hello Bernie et hello la causerie. En fait, je me suis un peu peut-être mal exprimé parce qu'il n'y a pas moyen de parler assez clairement sur le chat. Non, enfin, ce que j'ai vu, c'est par exemple les petits, quand leurs parents leur donnent les habits que nous adultes on porte aujourd'hui, ils donnent les mêmes codes vestimentaires que l'adulte. Et si l'adulte, c'est la mode, c'est un petit peu, peut-être pas forcément la violence ou le style un peu. J'ai été coupé en fait. Mais on a repris. Le style en fait qu'on donne à l'enfant, il me semble que ça coupe trop nos mauvais codes vestimentaires actuels. Je prends un exemple, les filles ont 10 ans. Et donc les fillettes aussi prennent ce même comportement. Mais il me semble qu'il y a une petite dérive là-dedans, chez le parent, chez l'adulte, c'est ce que je voulais savoir, bon, quand je dis que la fille et le garçon, c'est pas la même chose. Quand je parle de code vestimentaire pour la fille, je vais pas parler du même code vestimentaire chez le garçon, à savoir être sexy, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le même, on n'a pas le même message à transmettre aux deux, quoi. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Donc ça veut dire que celle qui s'habille sexy, lui s'habillera pas forcément sexy. Mais Dimitri, sauf erreur de ma part, moi je suis né en 70, j'ai eu droit aux pattes def de la famille parce que tout le monde avait les pattes def, plus personne n'en avait, et le seul à avoir les pattes def en pleine école, c'était Bibi, hein. Donc Catherine. Il y a eu, en fait, à toutes les époques, il y a eu des modes qui ont été critiqués et qui ont été montrés comme quelque chose qui est indécent. Ça a toujours existé, même dans les années 20, quand on a réduit la jupe au niveau des mollets, c'était tout un scandale. Ah. Dans les années 70, il y avait une grande... les pattes def, il y avait ça, mais il y avait aussi les mini-jupes qui avaient fait des ravages. Moi, je me souviens de mon grand-père dans les années 75 qui appelait ça des mini, il savait pas le dire, il disait des mini-jupes et il trouvait ça extraordinaire. Il m'avait dit purée, si ça avait existé quand j'étais jeune, j'aurais été ravie. Ah. Parce que il trouvait ça dingue de voir les jambes des femmes. Ouais. Et c'est comment c'est véhiculé, c'est-à-dire que ce qui est dangereux entre guillemets, c'est quand les mamans leur petite fille ne leur a pas demandé ça et les habille en fait avec quelque chose qui ne correspond pas à leur âge ou à leur demande. Donc on va voir des mamans assez jeunes qui vont avoir des enfants, par exemple une maman de 30 ans qui a une petite fille admettons de 10 ans, va l'habiller en fait pas comme une petite fille de 10 ans mais comme un mini elle. Et donc va commencer à lui induire, parce que c'est le parent qui va induire ça. C'est rarement l'enfant qui va aller vers ce type de choses. L'enfant peut voir des choses maintenant sur les réseaux sociaux, mais il va pas forcer le cap. C'est-à-dire que c'est la permissivité et peut-être le parent qui n'arrive pas à expliquer à son enfant. Écoute, ça, c'est peut-être pas pour toi, c'est pas encore de ton âge. Ça le sera peut-être quand tu auras 15 ans, mais peut-être pas à 10 ans. C'est-à-dire, il faut pas essayer de faire des mini-personnes de ses enfants. Et il y a des mamans qui habillent leurs enfants comme elles sont habillées. Mais parce que justement, dans mon métier, par exemple, on fait ce qu'on appelle la psychoéducation. C'est-à-dire, il y a des mamans, des papas qui n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que c'est éduquer ou aider un enfant à grandir. Et donc vont donner des repères qu'ils n'ont pas eu peut-être, de savoir quelle est la limite de mon enfant. Mon enfant, ça n'est pas non plus mon ami, c'est mon enfant. Donc j'ai une responsabilité vis-à-vis de lui. Et donc lui montrer en fait, lui ouvrir les yeux sur oui, ça, tu as envie de ça, mais peut-être que c'est pas le moment. Peut-être qu'il faut attendre.
Faut peut-être éviter d'habiller votre enfant comme au temps d'Arnold et Willy, parce que c'est sûr qu'il va passer pour pas pour la bonne personne. Alors on revient aux commentaires. Karine nous dit moi je pense surtout que beaucoup de parents aujourd'hui ne reconnaissent plus l'éducation à l'école. Par exemple, l'enfant a toujours raison et ils engueulent les professeurs, etc. Moi justement, je voulais en parler de ça. Parce qu'il y a la méthode autoritaire ou la méthode permissive. Ça, on en parlera après si tu veux bien, Catherine, je vais pas y arriver, hein, Catherine. Toujours avec Karine qui nous dit ce dont on les prive, jeunes, leur empêchera de grandir avec son époque et le vivra plus tard. Catherine. Alors, ce dont on prive, c'est-à-dire que, comme je dis, il faut négocier en fonction de l'âge de l'enfant. Ouais. C'est sûr que quand il y a des modes, je sais pas, il y a eu des modes, on mettait mes enfants à un moment donné quand ils étaient petits, les filles, il y avait des colliers autour du cou là, serrés, des espèces de je sais pas quoi là, et en fait tout le monde mettait ça à l'école primaire, et donc les enfants demandent ça parce que tous les camarades ont ça et qu'ils ont envie d'être comme ça. Donc ça fait partie de la mode, comme peut-être quand j'étais enfant, il y avait des modes aussi, je sais plus ce qu'il y avait, mais bon, il y avait des modes. Et en fait, on avait envie d'avoir ça. Et l'enfant qui est frustré de ne pas être comme les autres, parce que la sociabilisation passe par « je me reconnais dans les autres ». Alors, il y a des enfants qui vont développer une forme de marginalité qu'ils vont assumer. Mais la majorité du groupe social, enfin des enfants, va vouloir être identifié comme le groupe, c'est-à-dire que tout mon entourage, les dernières baskets qui ressemblent à ça, même si c'est pas exactement les mêmes, mais ça va être à peu près le même modèle, et donc va faire que l'enfant va se sociabiliser et va se retrouver vis-à-vis des autres. Et ça, c'est important. Alors, tout interdire sous prétexte que je ne suis pas d'accord avec ça, va faire que l'enfant va intégrer des frustrations. Donc de dire que plus tard il va essayer de tout lâcher, peut-être pas, mais en tout cas ça va créer des frustrations qui peut-être, si elles sont répétées, peuvent créer des problèmes chez un enfant et surtout chez un adolescent. Il faut faire attention dans la manière dont on a de frustrer. Aujourd'hui, il y a deux catégories. Il y a deux catégories flagrantes. Il y a les parents très autoritaires qui ont un cadre très rigide et les enfants qui suivent à la lettre. Et puis, il y a des parents qui ont pas trop d'autorité, mais qui imposent quand même, par exemple, une manière de vivre. Alors, ça va être, par exemple, des personnes qui refusent un peu, qu'on appelle des bobos, c'est-à-dire qu'ils vont éduquer leurs enfants à la fois un peu libres, mais à la fois ils savent pas trop comment faire. Donc Madame Macaire, je l'enlève de l'école, de la scolarité classique. Madame Macaire, je vous rappelle que bobo, c'est bourgeois bohème, bobo. Oui, voilà, bourgeois bohème. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des parents qui sont plutôt pour alors le véganisme, être végétarien et tout ça, alors j'ai rien contre tout ça, mais pour une éducation, pas de télévision par exemple, il va y avoir beaucoup de parents qui vont avoir une éducation radicale, c'est-à-dire soit dans un sens, soit dans un autre. Ouais. Moi je trouve que la radicalité, qu'elle soit dans un sens ou dans un autre, n'est pas bonne. Un enfant qu'on dit j'achète pas de télé, d'accord, ok. Mais l'enfant, dès qu'il va aller chez le voisin ou chez une petite copine, il va voir la télé, il va être fasciné. Parce que c'est une découverte, tout le monde a ça. Et il se demande ce que c'est. Et parfois, des parents, c'est incohérent. Ils n'ont pas de télé chez eux, mais ils ont des écrans. C'est-à-dire, ils ont des ordinateurs et ils montrent des vidéos aux enfants. C'est exactement pareil. Ça, je veux dire, et même, des fois, le danger, c'est de trop sélectionner des programmes, va faire qu'il y a un champ moins large, le spectre est moins large en fait de la connaissance, tandis que j'ai pas dit que la télé c'est super, mais la télé va balayer tout le spectre, c'est-à-dire on va avoir plein d'émissions différentes, tandis que quand on commence à être sélectif, on estime que tu vas regarder que ça, alors c'est pareil, je deviens autoritaire et restrictif. Donc il faut faire très attention à ces nouvelles générations, ces nouvelles, je trouve, dérives où on va, sous prétexte que la société de consommation, on la refuse, on va aller vers une autre société tout aussi fermée. Mais en fait, il faut trouver une juste mesure, Catherine. Voilà, il faut laisser un panel. Il ne faut pas être restrictif, ni autoritaire, ni dans un sens, ni dans un autre. Il faut laisser en fait un spectre large pour toutes sortes de choses.
l'enfant à l'école, la réflexion de l'autorité à l'école. Bien sûr que moi j'ai déjà vu des parents qui vont et qui râlent sur l'enseignant, donnant raison à l'enfant. Mais il faut peut-être, même si l'enfant a raison, peut-être ne pas le faire devant l'enfant, c'est-à-dire aller dialoguer avec l'enseignant pour comprendre qu'est-ce qui se passe, mais pas devant l'enfant. Il ne faut pas saper une autorité. Quand l'enfant va retourner à l'école, il aura vu son parent râler, il va faire la même chose. Il faut régler les problèmes entre adultes quand il y a une problématique, et ensuite expliquer à son enfant et prendre des dispositions. Mais il faut pas faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, il faut arriver à discerner et à avoir un peu de logique. Alors, je suis à la bourre ce soir, excusez-moi. Message WhatsApp de Karine. En fait, je revenais sur ce qu'avait dit Catherine quand elle disait elle laissait sortir ses filles à leur âge, elle les accompagnait. Moi, j'ai fait pareil avec les miennes parce qu'elles vivent dans une génération où leurs copines sortent, donc on ne veut pas les priver. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on dit, quand Nicolas dit par exemple, moi une fille de 17 ans, elle sort pas, pourquoi elle sortirait pas? Tout ce dont on va la priver, elle, pendant qu'elle est jeune, au moment où toutes ses amies vivent ces moments-là, ces sorties en boîte de nuit, etc., eh ben, elles auront envie de le vivre plus tard. Donc autant qu'elles grandissent avec leur âge, leurs amis et dans la génération qui est la leur aujourd'hui, pour pas que ça en fasse des adultes frustrés plus tard et qui vont se comporter peut-être comme des gamines parce qu'elles n'auront pas vécu ces moments-là en fait. Catherine. Oui. Je sais pas, qu'est-ce que tu as à dire? Je suis d'accord avec elle, c'est-à-dire que oui, alors ça va pas forcément parce qu'il y a aussi des jeunes qui n'ont pas envie de sortir aussi, hein. Mais c'est vrai que il faut vivre avec le moment présent, c'est-à-dire que si j'ai 15, 16, 17, 18 ans, je dois vivre dans mon temps. Le parent qui va restreindre et interdire absolument, forcément il va y avoir une frustration, même si l'enfant va s'adapter, va l'intégrer parce que le pauvre il n'a pas le choix, la pauvre elle n'a pas le choix, elle va l'intégrer et va le prendre cette éducation comme pour elle. Sauf que souvent c'est vrai, je vois arriver des jeunes filles ou des jeunes hommes de 25 ans ou 30 ans qui n'ont pas eu d'adolescence et qui sont complètement perdus parce que ils essayent de revivre une adolescence, mais c'est un peu dépassé, on peut pas vivre une adolescence à 30 ans. Donc il va y avoir, oui, des frustrations. Il faut être accompagner son enfant. Ça ne veut pas dire être permissif, c'est l'accompagner. Bien sûr qu'il y a des limites. Moi, mes filles, elles sortaient, mais dans une certaine mesure. Je n'ai pas laissé une enfant de 17 ans, par exemple, sortir jusqu'à 5 heures du matin. Il y a des limites, c'est-à-dire on va cadrer, on va dire, bon, bah voilà, à 2 heures du matin, je ne sais pas quelle heure, tu rentres. Je viens te chercher. Je te laisse pas revenir avec n'importe qui. Je fais l'effort de venir te chercher. Ou le papa venir te chercher. Mais je ne laisse pas mon enfant comme ça dans la nature. Je sais où il est et je sais quand il revient. C'est toujours c'est fait dans un dialogue et dans un accompagnement, et il faut savoir aussi des fois dire non, parce que l'enfant bien sûr va vous demander ça toutes les semaines ou régulièrement, et c'est à vous à lui expliquer. Je suis d'accord, mais voilà, il y a des règles de vie qu'on va négocier et qu'on va dialoguer. Catherine, on rappelle, adolescence, c'est de quel âge à quel âge? Parce que c'est l'air de surprendre qu'à 30 ans, on ne peut pas faire de crise d'adolescence. L'adolescence commence, la préadolescence commence vers 12 ans à peu près. Ouais. L'adolescence, c'est vers 14-15 ans. Et elle se termine pour les filles vers 21-22. Pour les garçons, peut aller jusqu'à 24. Ah oui, alors, les garçons, on est toujours attardés, c'est fou. Message de Karine, entre Karine et Catherine, mon cœur balance. Là, Catherine, concernant l'éducation à l'école, c'est exactement le message que je voulais faire passer. On n'est pas toujours d'accord avec l'enseignant, on a peut-être des problèmes avec les enseignants et nos enfants avec les enseignants, mais on le fait en dehors de l'enfant. Et ça, je suis absolument d'accord. Parce que l'autorité à l'école, elle fait partie de l'éducation de l'enfant et des règles de vie à apprendre. Alors, on peut parfois ne pas être d'accord avec un enseignant, mais on ne le dit pas. On dit à l'enfant, c'est ton enseignant, il a raison. Et après, à part, on peut prendre un rendez-vous avec l'enseignant, s'expliquer et avoir une conversation intelligente. C'est exactement ce que je voulais dire. Eh ben, vous êtes toutes les deux d'accord et je suis encore d'accord avec vous ce soir. Oui. Après, on va dire, ouais, mais toujours d'accord. Bah oui, bah des fois, je peux pas être en désaccord vu que c'est... Je sais pas, moi, ça paraît logique.
Bon, après, chacun sa logique. Oui, ça paraît logique. C'est peut-être parce que aussi on est des générations qui avons essuyé les plâtres et réfléchi aussi à nos propres situations personnelles. Ouais, on est tous les trois dans le même âge. Je crois. Voilà. À un an près. Un an près, ouais, voilà. On va pas jouer pour 12 mois. Christelle nous a dit tout à l'heure, parce que c'est vrai que ça va assez vite, que son garçon qui a 8 ans, lui il aime, alors elle est en France, hein, il aime mettre des chemises, surtout chemises bûcheron et jeans. Oui. Et bah donc c'est encore à la mode alors, il n'y a pas de... D'ailleurs c'est quoi alors oui. Tiens, Madame Macaire, expliquez-moi, moi le novice, c'est quoi une mode? Ça commence comment, ça finit comment? Une mode, d'un seul coup ça apparaît, tout le monde met la même chose et puis ça disparaît comme c'est venu et ça succède une nouvelle mode. Alors la mode aujourd'hui, elle bouge beaucoup, hein, elle vient beaucoup aussi des chanteurs, des influenceurs maintenant, et elle est souvent underground. Ça veut dire que nous les parents, on n'a pas accès à ce genre de choses, on le découvre avec les enfants. Ça n'est plus comme avant où on voyait des modes qui étaient diffusées à la télé, etc. Ça va beaucoup plus vite que ça. C'est sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram, c'est sur Snapchat, c'est sur les nouveaux réseaux sociaux que les enfants utilisent. Facebook, c'est plus pour une génération avant. Les très jeunes n'utilisent plus cet outil, mais sont plus sur Instagram et sur Snapchat et sur d'autres. Et donc, les modes sont véhiculés comme ça. Donc, on va voir apparaître des marques de basket d'un seul coup qu'on connaît pas, des vêtements comme ça, une mode pour les filles, une mode pour les garçons, des coupes de cheveux, etc. Et ça va très très vite. Et comment réagir? Non, je me repaye en même temps parce que tu parles de coupes de cheveux. Et comment réagir nous en tant que parents par rapport à toutes ces modes et comment essayer d'éduquer l'enfant en fait? Il faut se dire que ça va passer et que c'est nécessaire, surtout pour un adolescent, d'expérimenter. Moi, quand j'étais adolescente, j'étais punk. Non. Si, j'avais les cheveux verts et ça a provoqué une crise monumentale chez mes parents. Évidemment. Et donc ça a passé. Ma mère avait très peur que ça reste. Donc c'est pas resté longtemps parce qu'on me l'a interdit rapidement. Mais c'est des modes. C'est comme il y a eu le gothique, il y a eu le punk, il y a eu le new wave après. Ouais. Il y a eu plein de courants comme ça. Et en fait tout passe. C'est-à-dire que c'est nécessaire. L'enfant se cherche et veut sortir, trouver sa propre identité à l'adolescence en dehors de ses parents. C'est-à-dire, il est en train de dire, laissez-moi grandir et moi, je suis pas comme vous. Et souvent, après cette crise d'adolescence, il va revenir aux valeurs qui ont été prônées dans la famille souvent. Mais si on est en opposition constante, l'enfant va le faire de toute façon en cachette ou va aller au-delà. Il faut accompagner et dialoguer. Aujourd'hui, j'ai par exemple des parents qui me posent des questions sur les tatouages et les piercings. Ah tiens, on en parlera dans une des causeries, toi et moi. Mais vas-y, évoque le sujet. Alors, les tatouages et les piercings, on me dit, voilà, quel âge, etc. Il faut qu'il y ait un âge raisonnable et que l'enfant ait mûri son projet, entre guillemets, de tatouage ou de piercing. C'est-à-dire que c'est pas d'un seul coup, il se lève un matin, sa copine, son copain a un tatouage, je veux le faire le même. Ça doit être quelque chose qui doit être réfléchi parce qu'il faut bien expliquer à l'enfant que ça va rester souvent pour toute une vie. Parce que l'enlever, c'est compliqué. Et que ce tatouage doit être accompagné. Mais moi, je travaille avec des tatoueurs qui sont sérieux et qui souvent disent à l'enfant, par exemple un enfant de 16 ans qui vient avec sa maman parce qu'il faut une autorisation parentale, de moins de 10, quand on a moins de 18 ans, le tatoueur ne peut pas tatouer un enfant de 16 ans sans l'autorisation parentale. Tu crois qu'il y en a qui font attention à ça? Moi, les tatoueurs avec qui je discute et avec qui je travaille ne le font pas. Non mais alors je vais faire une petite blague. Peut-être que tu t'es fait tatouer sur l'épaule No Future, puisque c'est ce que disaient les punks. Ou un truc comme ça. C'est pour ça que maintenant elle a des copains qui sont tatoueurs. Donc si vous voulez des bonnes adresses, rapprochez-vous de la causerie et on transférera. D'accord, non pas du tout. Donc c'est vrai que la discussion doit être entamée et alors souvent on interdit et l'enfant trouve un moyen. Il y a toujours
comme tu dis, hein, des gens qui sont limites, qui vont accepter, ils vont pas demander forcément la carte d'identité. Et l'enfant va se faire un tatouage et va peut-être le regretter. Donc il faut accompagner et expliquer en quoi ça va être quelque chose qui va rester à vie et voir si l'enfant est vraiment motivé et quelle est la signification pour lui. Donc il y a tout un dialogue à avoir, mais interdire d'emblée, non, il faut savoir résister et connaître son enfant. En quoi ça choquerait que un enfant, je sais pas moi, de 12 ans est un tatouage tribal parce que les parents ont décidé, à contrario de l'enfant qui lui n'a rien décidé? Ah bah non, là ça veut dire que le parent comment dire, touche à l'intégrité du corps de son enfant. On peut pas toucher à l'intégrité d'un corps. Non mais je tenais exprès à le souligner ce soir. Voilà, on peut pas toucher à l'intégrité d'un corps d'un enfant. L'enfant c'est pas un objet, c'est un être humain à part entière et c'est pas à nous à décider si l'enfant doit être tatoué ou pas. Surtout pas. Donc ni percer, ni quoi que ce soit, ni toucher en fait, retoucher un corps n'est pas possible. Il faut que l'enfant soit libre de son corps et qu'il décide quand il est en âge de pouvoir décider. Rapidement, Valérie qui nous dit bonsoir, que l'on salue d'ailleurs. La mode dépend aussi des moyens financiers des parents. Alors, moyens financiers, moi je me souviens, j'étais gamin, comme Catherine, Karine et tous ceux qui sont là ce soir, qui n'a pas échangé un stylo contre une gomme? Alors, je vous laisse imaginer ce qu'on veut, un t-shirt contre un jean, etc. Donc quand on veut avoir les moyens, il y a toujours quelque chose qui est, comme dit Catherine, underground, c'est-à-dire des moyens financiers, peut-être pas toujours très nets, mais on va tout faire pour avoir les choses. Donc la mode malheureusement a emprise sur nous. Voilà, une emprise sur nous. Mais il y a beaucoup en fait maintenant de copies de tout. Donc en fait, la mode, en fait, elle est véhiculée par une marque, par exemple, ou un style, mais en fait, elle est déclinée. On peut aujourd'hui, c'est même, comment dire, les marques en fait sont dépassées par les copies, parce que aujourd'hui, tout le monde en fait s'en fout d'avoir une copie souvent d'un modèle qui existe et qui coûte un peu plus cher qu'une copie. D'ailleurs, c'est très répandu et on peut retrouver en fait. Souvent on voit un modèle qui existe, un original, et en fait on va voir la même chose déclinée en fait dans d'autres sous-marques, etc., qui sont accessibles. Donc aujourd'hui la mode elle est dans la rue et elle est surtout accessible à quasiment au plus grand nombre, parce qu'il y a énormément alors c'est pas des copies qui sont exactes mais qui ressemblent énormément. Donc aujourd'hui c'est quasiment monnaie courante que tout le monde en fait a quasiment accès en fait à ces phénomènes de mode. Alors pour les riches vous avez Lacoste, pour les pauvres vous avez Crocoste. Mais c'est même plus à la mode Lacoste. Mais quand je dis ça, c'est avec beaucoup d'humour, mais j'ai un ami, moi, qui m'a montré un Crocoste. Ça ressemble vraiment au Lacoste, sauf que le croco est énorme. D'accord? Et donc, il l'appelle Crocoste avec beaucoup d'humour. N'empêche que ce genre de polo, on se les arrache. Je vous rappelle juste un truc, c'est que les contrefaçons, si vous portez une contrefaçon, vous êtes... interdit. Ben, déjà, c'est interdit, mais en plus, vous pouvez être inquiété pour recel. Oui. Pensez à ça. Bon, après, on n'est pas très tatillon sur le sujet chez nous, mais bon, un homme averti en vaut deux, c'est ce qu'on dit toujours. Oui. Alors justement, le côté permissif et le côté autoritaire. Oui. Donc forcément, il y a et tu vas dire que peut-être que j'ai tort, hein, mais il y a forcément un gagnant et un perdant. Mais un gagnant par rapport à quoi? Autoritaire, qui est-ce qui gagne? C'est les parents. Quand on est autoritaire, le parent il ne gagne rien au final, parce que l'enfant va obéir par crainte. Mais voilà, c'est dans ce sens-là que je parle de gagner. Voilà, le parent va gagner entre guillemets dans un premier temps. Ouais. C'est-à-dire que l'enfant petit va, par peur du coup ou de la sanction, s'exécuter. Ouais. Mais dans son regard, l'enfant observe son parent et se prépare pour plus tard. C'est-à-dire qu'il va engranger un processus souvent d'humiliation, de honte,
Et donc, il va tout doucement le mûrir. Et lorsqu'il va arriver souvent à l'adolescence, il va retourner toute cette frustration, soit contre lui-même, soit contre le parent qui aura été trop autoritaire. Vengeance. Donc, Bah ouais. Moi, c'est toujours, moi, ça a toujours été rock'n'roll attitude. Et c'est tout, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et mon king est enterré pas loin, donc ça va. Saint-Barth, c'est à côté. Non, mais blague à part, c'est vrai que d'ailleurs il y a un adage qui dit ça. C'est quoi? C'est la vengeance est un plat qui se mange froid. c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'un enfant va être sans pouvoir lorsqu'il est petit parce qu'il a peur d'être abandonné, donc il a pas de moyen de partir de cette famille, il n'a aucun moyen, il subit des situations. Ouais. Donc trop d'autorité, il va les subir, il va accepter parce qu'il n'a pas le choix, mais quand il va commencer à grandir, il va voir qu'il a d'autres possibilités. Alors ça va commencer par peut-être faire des bêtises, sortir, que les parents le sachent, faire le mur, etc. Bon, ça c'est encore, on va dire, un peu gentil. Mais ça Se peut droguer, aller par jusqu'à- exemple. Se prostituer, par exemple. Non, mais attends, appelons un chat, une chatte. Voilà, personne. et ça peut aller jusqu'à la violence vis-à-vis de son propre parent, Aussi. qui aura montré une autorité forte. Mais ce qui peut arriver aussi, c'est qu'un parent extrêmement laxiste peut aussi avoir un enfant qui va devenir violent avec lui-même. Parce qu'on grandit aussi, parce qu'on met des limites. Et là, on parle de scarification, par exemple. Voilà. On peut avoir les scarifications qui peuvent apparaître. Il peut y avoir des enfants qui vont être en dépression aussi, qui vont être parce que la société on vit avec des règles dans la société. Il y a des règles à respecter. Bon, faut pas griller un feu rouge, sinon il y a une sanction, etc. On va à l'école, il y a un règlement intérieur. On va travailler, il y a des règles à respecter. Si l'enfant a grandi dans un espace où il y a un laxisme total, on fait ce qu'on veut, il ne comprendra pas les règles de la société et du coup, il va lui-même se mettre dans une difficulté, dans une marginalité. L'enfant se construit dans la toute petite enfance déjà, quand un tout petit enfant, au début, il dit toujours non. D'ailleurs, dès qu'on lui parle, il dit non. Un enfant de 3-4 ans, il dit non. Parce qu'il expérimente en fait la limite. Quelle est la limite que je me fixe? Quelles sont les où sont les barrières? D'ailleurs, Valérie nous dit l'autorité, c'est mettre des barrières et non punir. C'est ça, c'est-à-dire, j'aime pas le mot autorité parce que ça fait pouvoir sur quelqu'un, mais on doit mettre des limites, c'est-à-dire on doit cadrer, on doit dire ça c'est autorisé, ça ne l'est pas, et ça bouge en fonction de l'âge. On interdit à un enfant de 4 ans, on ne peut peut-être pas interdire à un enfant de 8 ans ou de 10 ans. Ça doit être mouvant. L'éducation, c'est bougeant au fil du temps. Et ça veut dire qu'on se réadapte. Mais un enfant doit arriver à comprendre qu'est-ce que c'est la frustration, c'est-à-dire tout n'est pas autorisé, je ne peux pas tout avoir quand je le désire. Tiens, parce que il y a des règles. En parlant de ça, puisqu'on en avait parlé de la loi Chiappa à une époque, on va parler de petite enfance et de masturbation. À partir de quel âge on peut autoriser un enfant à se masturber ou pas? On n'autorise pas, c'est naturel. Bon, ben voilà, comme ça, si les parents se posent des questions, ne cherchez pas à laisser faire l'enfant et surtout n'interrompez pas, je veux dire. Oui, ne tapez pas l'enfant, ne tapez pas, ne dites pas que c'est sale, etc. Parce que ça, je l'entends tout le temps. Ça aussi, c'est juste d'apprendre à l'enfant de le faire en isolement, dans sa chambre, dans un endroit qui ne soit pas au vu de tout le monde, de ses frères et sœurs ou des parents, parce que c'est gênant. Mais d'expliquer à son enfant que c'est normal. Ça fait partie de la découverte de son propre corps. Ça m'est arrivé d'ailleurs d'être chez des amis et une fillette a commencé à faire ça en étant en train de manger. C'est sûr que bon, les parents ont tout de suite bien réagi, mais d'autres personnes avec qui j'ai été invité ont très mal réagi. Hein. Oui, je ne suis pas étonnée. Voilà. Donc l'intimité, c'est important d'avoir une intimité. Ouais. Et surtout la protection, déjà la protection. Oui, la protection en fait de son intimité. Voilà. Apprendre à son enfant à respecter son propre corps. En tant que parent, respecter le corps de l'enfant et son intimité. Ne pas imposer, parce que l'enfant va passer par des phases où il va être
impudique, puis très pudique, puis impudique, etc. Et il va passer par toutes ces phases. Et des fois, il y a des parents qui disent oui, mon enfant il se cache. Oui, mais parce qu'il a besoin de ce moment de se retrouver avec son intimité et de grandir. Il ne faut pas forcer ni gêner un enfant. Il faut le laisser vivre en fait son intimité et se découvrir au fur et à mesure. Et c'est normal qu'il y a un moment donné où il y a un repli sur soi parce que il y a l'enfant comprend que son corps change et il ne comprend pas ce qui se passe. Donc il a besoin de le vivre avec lui-même. Mais si on voit en souffrance, il faut l'accompagner. Mais il faut faire très attention de ne pas, parce que parfois on peut avoir des paroles, on ne percute pas que ça peut blesser l'enfant ou ça peut en fait le choquer, qu'on va le pousser. Par exemple, on va dire non, mais il y a des fois des petites filles ne veulent plus aller à la plage pendant un certain temps. Que le corps se transforme. Et les parents insistent. Il ne faut pas insister. C'est un temps nécessaire. Les choses vont passer et il faut l'accompagner. Il faut minimiser le problème sans l'éliminer, c'est-à-dire faut en tenir compte et il faut être dans un accompagnement vis-à-vis des enfants, mais il ne faut pas en faire tout de suite non plus des choses excessives et trouver que c'est un problème. J'allais dire quelles sont les conséquences sur le long terme, mais tu viens de le dire. Faut pas oublier que dans certaines régions du monde, des femmes qui ont leurs règles sont carrément mises à l'écart, pas se considérer comme impures. Oui. Et donc, à terme, elles le vivent très très mal et sont heureuses de ne plus avoir leurs règles le jour où ça arrive. Et même d'ailleurs, certaines font exprès de tout faire pour ne pas les avoir, ou même carrément ne pas les déclarer. Dans beaucoup de cultures, c'est existant, où les femmes qui ont leurs règles, on les met pas à l'écart, mais on leur interdit certaines choses. Par exemple, de toucher certaines nourritures, on leur dit qu'elles vont être maladroites, donc on leur interdit de toucher ça, etc. C'est dans beaucoup de cultures. Ouais. Alors quoi, tiens, oui, on est sur la fin. Quel type de nourriture les femmes qui ont leurs règles ne peuvent pas toucher ? Par exemple de la viande, cuisiner certains plats parce qu'on dit que ça va virer, donc ce sont des traditions dans certains pays d'Afrique par exemple que j'ai entendu. Oui, ça je me doute. Bon, je pense qu'on n'a pas fini de parler de l'éducation. Est-ce qu'elle est laxiste, pas trop laxiste actuellement? On a tenté d'y répondre, je pense qu'on peut faire même un deuxième volet. Un de ces quatre. Le sujet de demain, c'est mère, parce que oui, hier, il n'y a pas eu la causerie. Demain, c'est mère, point d'interrogation. Est-ce que c'est un métier? Est-ce qu'il faut rémunérer les femmes parce qu'elles font le travail de maman? Ça, vous y aviez répondu, on en reparlera demain. Comme à l'accoutumée, ma chère, eh bien, je te laisse finir. Oui. Alors moi je dirais que dans l'éducation il faut beaucoup écouter, beaucoup dialoguer et ne pas croire qu'on connaît tout d'avance parce qu'on découvre avec chaque enfant le bonheur d'être parent et de se découvrir soi-même. Bon, moi just be yourself, sois juste toi-même et profite de la vie. Oh là là, profite de la vie comme disait Horace. Carpe diem. Je vous embrasse. Rendez-vous demain 20h20 même heure. Et là, ce sera plus court puisque en général, on essaie de faire un peu plus long avec Catherine parce qu'il y a tellement de choses à dire et on est deux pipelettes, donc c'est pour ça. Merci, Merny. Bon, allez, je t'en prie, portez-vous bien demain. Maman, est-ce que c'est un métier et est-ce qu'on peut être rémunéré pour ça? On en parle demain 20h20, pardon. Ciao, ciao, et à demain. Bye bye. Bye.